Tu as perdu l'envie, la direction, le sens. Et malgré tous tes efforts pour comprendre, rien ne semble avoir de logique. Mais, et si c'était justement le signe que, pour la première fois, quelque chose d'authentique est en train d'émerger? Tu crois peu être que tu es en train de te briser, mais ce qui se passe est tout autre. Tu te libères de ce que tu n'as jamais réellement été. C'est une étape très courante après un éveil spirituel, un moment où l'ego commence à perdre son emprise, et avec lui s'en vont beaucoup de ces motivations qui semblaient indispensables, mais qui, en vérité, étaient dictées par la peur, le besoin d'être validé ou l'effort de maintenir une façade. C'est le début de quelque chose de plus profond qui cherche à émerger. Carl Jung disait que cette traversée est essentielle. C'est le moment où le moi superficiel doit céder la place au soi, le noyau le plus authentique de la psyché. Pour Jung, cette étape demande une déconstruction de l'ancien moi, un processus où l'identité façonnée par la société doit s'effacer pour que l'âme puisse se réorganiser de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement ce qu'implique cette phase, pourquoi tu as perdu toute motivation après ton éveil spirituel, et surtout, ce que tu peux en faire, comment traverser ce moment sans te perdre toi-même. Regarde jusqu'au bout, cela pourrait transformer ta manière de comprendre ce que tu vis et t'offrir des outils concrets pour poursuivre ton chemin avec plus de conscience. Et si ce type de contenu résonne en toi, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on parle des vrais processus de l'âme, sans recette miracle, sans promesse facile, juste ce qui peut vraiment aider. Et si c'est ce genre d'espace dont tu as besoin en ce moment, sois le bienvenu. La plupart des gens, après un éveil spirituel, s'attendent à trouver la paix, la clarté, un sens, mais ce qu'ils rencontrent, c'est une forme de paralysie. La motivation disparaît comme arrachée à la racine, ce qui les enthousiasmait auparavant ne touche plus, les projets perdent leur éclat, et une sensation étrange s'installe, celle d'être suspendu entre deux mondes. Jung connaissait bien ce phénomène. Il avait observé que, lorsque l'ego commence à perdre sa position centrale, la psyché entre dans un état liminaire, comme un territoire entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore né. Cet intervalle se manifeste souvent sous forme de vide, mais pas n'importe quel vide, un espace psychique laissé par l'effondrement de toutes les illusions. La motivation que tu as perdue était en réalité soutenue par des structures désormais en ruine, des objectifs construits sur des attentes extérieures, des désirs façonnés pour plaire, réussir, tenir un rôle. Avec l'effondrement de ces fondations, il ne reste plus d'élan, car il n'y a plus de personnages à faire avancer. Et c'est à ce moment-là que l'âme commence à respirer pour la première fois, mais cette respiration est discrète, lente, presque imperceptible. Jung appelait ce processus l'individuation, un chemin intérieur où le moi cède la place au soi, se centre plus entier, plus silencieux. Et pour que le soi puisse apparaître, l'ego doit d'abord se dissoudre. Dans ce contexte, l'absence de motivation n'est pas un échec, c'est une transition. C'est l'intervalle où la performance s'arrête et où l'être véritable commence à se réorganiser en profondeur, sans hâte, sans spectateur. Mais comment concrètement cela se passe-t-il? La perte de motivation qui suit l'éveil ne commence pas dans le tumulte, elle commence dans le silence, un certain type de silence, lourd, étrange, déroutant, comme si le monde entier tournait encore dehors normalement, pendant que toi, tu restais en arrière, dans un lieu où même le temps semble suspendu. Ce n'est pas de l'apathie ordinaire, ce n'est pas de la paresse. C'est comme si toutes les réponses s'étaient dissoutes, et avec elles le besoin même de chercher.
Tu regardes autour de toi, et il n'y a plus d'urgence, plus de direction, juste un vide épais qui s'installe là où il y avait jadis de l'élan. Jung appelait ce moment la nigredo, le premier stade du processus alchimique de transformation psychique, un temps d'obscurité totale où l'ancienne structure commence à se désagréger sans que la nouvelle soit encore née. Rien ne pousse ici, pas encore, mais rien n'est inutile non plus. Le silence qui effraie est le même qui prépare. Cette phase érode lentement ce qui paraissait solide. Les centres d'intérêt se dissolvent, les désirs perdent leur sens, la routine se vide. C'est une forme d'exil intérieur où l'on ne sait plus qui l'on est, mais où l'on ne peut plus non plus prétendre être ce qu'on n'était pas. À ce stade, l'âme ne cherche pas de solution, elle réclame de l'espace, et ce qui ressemble à de la paralysie est en réalité une profonde réinitialisation. L'ancien système d'être est démonté, pièce après pièce. Ce qui relevait de la performance semble absurde. Ce qui était habitude devient bruit. Tout paraît déplacé. C'est ici que beaucoup prennent peur et tentent de revenir en courant vers ce qu'ils connaissaient. Mais ce qu'ils connaissaient ne fonctionne plus. C'est pourquoi cette absence, bien qu'effrayante, est juste. Elle est l'utérus de la prochaine version de soi. Mais, tandis que cet espace intérieur s'élargit, quelque chose d'autre commence à céder. L'ancienne volonté d'agir, de prouver, de réussir, perd son fondement, car la base qui soutenait tout cela s'est effondrée. Ce qui motivait auparavant n'a plus de sol sur lequel s'appuyer. C'est alors que la motivation prend des allures de fantôme. Tu te souviens d'avoir eu des buts, des idées, des projets. Tu te souviens de l'euphorie liée à la perspective d'accomplir quelque chose. Mais tout cela te semble désormais lointain, comme si cela appartenait à une autre personne. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Cet élan venait d'un endroit qui n'existe plus, d'un ego qui avait appris à survivre par l'approbation, la conquête ou la comparaison. Maintenant que cet ego se fragmente, le carburant qui l'animait s'épuise également. Ce manque de motivation n'est pas une défaillance. C'est un symptôme, le symptôme que l'ancien centre de gravité s'est dissous et que le nouveau n'a pas encore pris sa place. L'âme ne répond pas à la pression extérieure. Elle ne s'organise pas autour d'objectifs. Ce qu'elle cherche est bien plus difficile à nommer. Et parce que c'est indicible, beaucoup paniquent. Ils tentent de forcer un retour à l'ancien rythme, reproduisent d'anciens rituels, dans l'espoir de rallumer ce qu'ils ressentaient avant. Mais rien ne revient identique, parce que quelque chose de fondamental n'est plus là, l'illusion qu'on pouvait avancer sans se remettre en question. Ce vide apparent est en fait un signal intérieur. Rien de ce que tu fais maintenant ne résonnera comme vrai, si ce n'est qu'une répétition. L'âme crée de l'espace. Et cet espace est douloureusement nécessaire pour que quelque chose de plus sincère puisse naître. Avec l'effondrement de l'ego, tu commences à percevoir que beaucoup de ce qui te motivait auparavant n'avait pas de sens en soi. Cela avait du sens, parce que cela soutenait une image. Ce n'était pas toi qui voulais cela, c'était la persona. Dans la psychologie jungienne, la persona est le personnage qu'on apprend à jouer pour s'adapter au monde. C'est l'identité que nous construisons pour être acceptés, reconnus, valorisés. Elle n'est pas fausse, mais elle est limitée. Elle a été utile un temps, mais elle ne résume pas ce que tu es. Et lorsque ce personnage commence à se désagréger, la motivation qui lui était liée disparaît avec lui. Cette envie d'atteindre des objectifs, de gagner du respect, de maintenir une certaine image, tout cela perd de sa force, non pas parce que tu ne tiens plus à la vie, mais parce que la raison derrière ces objectifs était autre. Survivre socialement, c'est un point critique. Tu n'es pas seulement démotivé, tu cesses de fonctionner en mode automatique
celui qui pousse en avant même sans direction. Et lorsque cette mécanique s'arrête, tout semble s'écrouler. Il est difficile d'admettre que beaucoup de nos ambitions étaient héritées, que nous avons grandi en essayant de correspondre à des attentes qui n'étaient même pas les nôtres. Et maintenant que l'âme réclame quelque chose de plus réel, ces anciens objectifs ne suffisent plus. Cela peut donner l'impression d'un échec, d'être perdu, mais en vérité tu es simplement sans script, et c'est nécessaire, car tant que tu continues à vivre comme le toi que les autres attendent de voir, ton vrai toi n'aura jamais la place d'exister. La chute de la persona ouvre la voie à quelque chose de nouveau, plus aligné avec qui tu es réellement. Mais ce nouveau n'a pas encore de forme définie, d'où ce sentiment de vide. Tu n'es plus ce qu'on attendait de toi, et tu n'as pas encore découvert ce que tu veux devenir. Voilà le cœur du sujet. Tu n'as pas perdu la motivation, tu as perdu le rôle qui la soutenait. Et maintenant, tu es face à une véritable opportunité, celle d'agir à partir de quelque chose de plus vrai. Quand l'esprit commence à s'effondrer, c'est le corps qui le ressent en premier. Même si tu ne comprends pas encore ce qui se passe émotionnellement, ton corps lui réagit déjà, et sa réaction n'est pas aléatoire, c'est un langage. Jung affirmait que l'inconscient ne se limite pas au monde des pensées, il s'exprime aussi par le corps. Lorsque certains contenus psychiques ne peuvent être intégrés par la conscience, il cherche une autre voie. Par le corps, l'inconscient parle là où l'esprit se tait. C'est pourquoi, à cette étape, beaucoup rapportent une fatigue extrême, un manque d'énergie, des douleurs sans explication médicale claire. Le système intérieur est en pleine reconfiguration. Et le corps, qui fonctionnait autrefois selon le rythme de la persona et de la performance, commence à ralentir de force. L'ancien moi était propulsé par l'effort, se lever tôt, produire, répondre, satisfaire. Maintenant que ce mode se dissout, le corps coupe les anciens signaux. Il cesse d'obéir à des objectifs qui n'ont plus de sens et commence à exiger repos, présence, silence, l'apathie, la lenteur, l'hypersensibilité. Tout cela peut ressembler à des signes de découragement ou de maladie, mais dans bien des cas, c'est juste l'âme qui réclame de l'espace. Le corps réagit parce qu'il fait partie du processus. Il sent que quelque chose échappe au contrôle de l'ego et passe sous un autre type de direction. Ce genre de transition ne peut pas être forcé. Tenter de pousser le corps à retrouver son ancien rythme ne fait qu'aggraver la fracture. Le chemin maintenant n'est plus de provoquer une réaction, c'est d'observer ce qui émerge derrière ce qui semble inertie. La fatigue n'est pas une faiblesse, c'est de la résistance accumulée. Ce sont des années de tension que le corps a supportées pour maintenir une structure émotionnelle en place. Maintenant que cette structure s'effondre, le corps s'effondre aussi, non pas en tant que collapse, mais comme une libération. Et c'est dans cet état que tu commences à percevoir à quel point tu étais dissocié, à quel point ton corps portait des poids qui n'étaient pas seulement physiques. C'était de l'adaptation, de la peur, de l'exigence. Tout cela a laissé des traces. Et maintenant ces traces remontent à la surface. Ton corps n'est pas contre toi. Il essaie de te montrer quelque chose que ton esprit ne peut être pas encore comprendre. Et cette chose a besoin d'être écoutée. Avec la persona en ruine et le corps qui envoie ses signaux, l'inconscient trouve des brèches pour émerger. Et ce qui remonte à la surface, ce n'est pas la légèreté, c'est l'ombre, la colère que tu as toujours contenue, la peur que tu as cachée sous un courage forcé, la tristesse que tu as masquée avec de la productivité. Tout ce que tu as refoulé revient maintenant t'occuper le centre. Jung appelait ombre tout ce que l'ego rejette. Ce sont les aspects niais de la personnalité, les traits que tu as appris à dissimuler,
les émotions que tu as censurées, les élans qui n'entraient pas dans le personnage que tu devais incarner, mais l'ombre ne disparaît pas parce qu'elle est réprimée. Elle attend, et lorsque l'ego perd de sa force, elle entre, pas par vengeance, mais par nécessité. La psyché cherche l'intégration. Elle veut fonctionner comme un tout, et cela n'est possible que si ce qui était nié est reconnu. C'est pourquoi, à cette étape, beaucoup ressentent une intensité émotionnelle inexpliquée, des pleurs inattendus, de l'irritabilité soudaine, des sensations anciennes qui reviennent puissamment, parfois de la honte, parfois de la culpabilité. Ce sont des fragments de toi qui rentrent à la maison. Le problème, c'est que l'ego tente de résister. Il te dira que c'est de la faiblesse, que tu régresses, que tu perds le contrôle. Mais tu ne perds rien. Tu cesses simplement de tout contrôler par la force d'avant, et cela ouvre un espace pour entendre plus honnêtement ce qui est vivant en toi. Cette rencontre avec l'ombre est inconfortable, car elle exige du courage pour voir ce qui a été caché. Mais c'est aussi l'un des moments les plus importants de la traversée, car c'est là que tu cesses de t'idéaliser et que tu commences à te reconnaître avec ta lumière et tes failles, avec ta puissance et tes limites, en entier. Jung disait que l'ombre est faite à 90% d'or, c'est-à-dire, dans ce que tu rejettes, se trouvent des ressources précieuses, créativité, force, instinct, sensibilité, mais elles ne deviennent accessibles que si tu acceptes de cesser de lutter contre ce que tu ressens pour enfin écouter. Tu ne vas pas plus mal, tu entres en contact, et cela change tout. Une fois que l'ombre s'est révélée, il reste un espace étrange, ni vide ni plein, un entre-deux, où le besoin de plaire n'existe plus et où l'envie d'agir n'est pas encore née. L'ego, désorienté, cesse de commander, mais le soi n'a pas encore pris clairement sa place. Et c'est là que le silence change de signification, il cesse d'être absence et devient écoute. Jung décrivait le soi comme le centre organisateur de la psyché, non pas l'ego idéalisé, mais la totalité qui réunit toutes les parts, conscientes, inconscientes, lumineuses, sombres. Ce centre n'est pas pressé. Il ne se montre pas de manière spectaculaire. Il n'a rien à prouver. Il attend que l'ego cède la place, non pour être remplacé, mais pour être repositionné. Le désir de faire, d'atteindre, de paraître, tout cela venait de l'ego. Le désir du soi est différent. Il s'apparente à un besoin de cohérence intérieure. La nouvelle motivation qui commence à émerger ici ne naît ni de l'ambition, ni du manque. Elle jaillit de la volonté d'être soi, même si cela ne suscite aucun applaudissement. La philosophe Simone Weil a écrit que l'attention pure est la forme la plus rare et la plus généreuse de l'amour. À ce stade, cette attention commence à se tourner vers l'intérieur. Pour la première fois être, tu commences à te percevoir avec un regard qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui n'attend pas de résultat. Et cela en soi est déjà une révolution. Le soi ne se manifeste pas comme une image claire. Il se révèle dans de petits gestes, un choix qui respecte tes limites, une parole sincère dans une conversation, un refus que tu n'aurais jamais osé avant. Il n'y a pas de spectacle, il y a de la cohérence. Ici, c'est l'âme qui commence à guider, mais elle ne crie pas, elle indique en silence, et cela exige que tu changes entièrement ta manière de te relier à tes propres désirs. Ce qui était urgence devient bruit, ce qui paraissait insignifiant devient porteur de sens. Tu ne sais pas encore exactement qui est en train de naître, mais tu sens déjà que tu n'es plus celui ou celle que tu tentais d'être. La performance n'a plus de sens. Le mouvement vient maintenant d'un autre endroit, un endroit qui ne cherche pas à impressionner, juste à rester fidèle.
Même lorsque le soi commence à se manifester, l'esprit, encore conditionné par le temps linéaire, tente de forcer le rythme. Il est courant de ressentir de l'anxiété, une envie de savoir tout de suite qui tu es, ce que tu dois faire, où tout cela mène. Mais l'âme ne suit pas ce genre d'horloge. Elle avance selon un autre tempo. Dans la mythologie grecque, Chrono est le temps du calendrier, des heures, des échéances. Kairos, lui, est le temps opportun, le moment juste qui ne peut être ni devancé ni précipité. C'est le temps de la maturation silencieuse, du bourgeon qui perce la terre sans prévenir. La psychologie profonde reconnaît cela. James Hillman, l'un des grands penseurs post-jungiens, écrivait que l'âme a une affinité avec la lenteur. Il parlait de l'importance de respecter le temps psychique, celui qui semble inefficace, mais qui porte les vraies transformations. La précipitation à cette étape est contre-productive. Elle devient une autre forme de déni. L'ego veut résoudre vite. L'âme veut mûrir. Tandis que tu t'efforces de redevenir productif, elle réorganise toutes les références internes. Et cela ne se fait pas en un week-end, parfois même pas en quelques mois. Il est fréquent de se sentir coupable, de ne pas avancer, de se comparer à ceux qui semblent aller plus vite. Mais l'âme ne mesure pas le progrès avec une règle extérieure. Elle cherche à enraciner, pas à performer. Et cela exige du temps dans l'obscurité, sans garantie de résultat immédiat. Cette attente est inconfortable, parce qu'elle n'a pas de manuel. Il est impossible de planifier clairement la prochaine étape. Ce qui existe, c'est une forme d'écoute intérieure qui se raffine avec le temps, une confiance qui ne se construit pas par promesse, mais par présence. Plus tu essaies d'accélérer, plus le processus se trouble. Mais lorsque tu commences à accepter le rythme de l'âme, quelque chose s'aligne. La vie cesse d'être une suite d'objectifs pour devenir un champ de signes. Et tu commences à percevoir que tu es guidé, même si tu ne comprends pas encore la destination. Tu n'es pas en retard, tu es dans un autre temps, et ce temps mérite d'être honoré. À mesure que le temps extérieur perd de son emprise, une autre logique commence à opérer à l'intérieur. Tu ne cours plus après les résultats, tu commences à chercher du sens. Et lorsque ce basculement se produit, la motivation qui semblait perdue réapparaît, mais sous une autre forme. Elle ne vient plus comme une obligation, ni comme une exigence. Elle surgit en réponse à quelque chose d'intérieur qui enfin a trouvé l'espace pour se manifester. Cette nouvelle motivation n'a pas l'éclat de l'ambition, mais elle possède une force différente. La stabilité. L'âme ne veut pas de vitesse. Elle veut une direction. Et lorsque le soi commence à se consolider comme axe, tes choix suivent un nouveau critère. Ils ne reposent plus sur ce qui semble correct aux yeux des autres, mais sur ce qui fait sens de l'intérieur vers l'extérieur. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, écrivait que l'être humain ne cherche pas le plaisir ou le pouvoir, mais le sens. Et lorsqu'il trouve ce sens, même au cœur de la douleur, naît une motivation durable, car elle ne dépend pas des circonstances. À ce stade, l'urgence qui dictait autrefois tes journées perd son attrait. Tu n'agis plus par anxiété, tu commences à agir avec plus de conscience, même si, extérieurement, tu sembles en faire moins. L'action devient la conséquence de ton état intérieur, et non plus un masque pour le cacher. La paix qui émerge alors n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de cohérence. Tu sens que tu es aligné avec quelque chose de plus essentiel. Et même lorsque les doutes reviennent, ils ne t'ébranlent plus comme avant. Car ce qui te guide maintenant, ce n'est plus une réponse extérieure, c'est une clarté silencieuse, née d'avoir traversé tout ce qui semblait t'anéantir.
Cette nouvelle motivation est plus légère, mais aussi plus ancrée. Elle ne s'impose pas, mais elle ne recule pas non plus. Elle tient bon parce qu'elle a des racines. Et les racines commencent à pousser quand on cesse de courir et qu'on apprend, à rester. Ce que tu as traversé jusqu'ici n'est pas seulement un processus psychologique. C'est un chemin archétypal, un schéma qui se répète dans toutes les mythologies, toutes les religions, toutes les histoires de transformation profonde. Toute âme qui s'éveille doit d'abord disparaître à elle-même. Ce n'est qu'ensuite qu'elle peut commencer à revenir. Joseph Campbell appelait cela le monomythe, le voyage du héros, un cycle qui se répète des anciens récits jusqu'aux fictions modernes. Le héros reçoit un appel, traverse un désert, affronte des ombres et ne trouve la transformation qu'après avoir tout perdu. Ce mouvement n'est pas une simple métaphore littéraire. C'est une description fidèle de la dynamique psychique. Jung considérait les mythes comme des expressions de processus intérieurs. Le Christ au désert, Moïse en exil, Ulysse errant sans cap, tous ces personnages incarnent le même moment que tu vis peu, être aujourd'hui la traversée du néant. Cette phase où tout semble suspendu, vide de sens, sans avenir, n'est pas la fin de l'histoire. C'est la préparation au retour, mais pas un retour à ce qui était, un retour transformé, avec un autre regard, un autre centre, une autre forme de présence. Ce que la mythologie montre clairement, et que la psychologie profonde confirme, c'est que ce vide entre la chute et la reconstruction a une fonction. Il fait le vide pour ouvrir un espace. Il ronge ce qui est faux pour permettre au vrai d'émerger. Il casse la forme pour révéler l'essence. Mais à la différence des mythes, la vie réelle n'a pas de bande-son, pas de révélation dramatique, pas de fin évidente. Ce qu'il y a, ce sont des instants presque invisibles, où tu réalises que tu ne réagis plus comme avant, que certaines douleurs ont perdu leur emprise, que ta voix intérieure devient plus claire, que quelque chose en toi sait quoi faire, même si tu ne peux pas l'expliquer. C'est ça le feu sacré. Pas le feu de l'euphorie passagère, mais celui qui brûle lentement au fond de la poitrine, qui ne consomme pas, mais réchauffe, et c'est lui qui commence à guider tes pas désormais. Jusqu'ici, on a parlé de ce qui se passe quand la motivation disparaît, la chute de l'ego, l'effondrement de la persona, l'arrivée de l'ombre, le changement dans le corps, le silence intérieur. Tout cela fait partie d'un processus réel et profond, mais comprendre ne suffit pas. Il faut aussi traverser. C'est pourquoi maintenant, il est temps de ramener le corps, le quotidien, d'une manière qui respecte le rythme de l'âme. Ce qui suit n'est pas une solution miracle. Ce sont des façons de soutenir ce moment avec plus de présence, de petites pratiques qui t'aident à ne pas te perdre au milieu de la traversée. Première pratique, écris ce que tu ressens, sans filtre, chaque jour, pendant 10 minutes. Écris comment tu te sens. Ce n'est pas obligé d'avoir du sens. Cela peut être confus, répétitif, sans début ni fin. Il suffit d'exprimer. Ce qui ne s'exprime pas s'accumule. Et écrire, même sans comprendre, met déjà en mouvement quelque chose à l'intérieur. Deuxième pratique. Nomme ce qui vit en toi. Quand l'abattement arrive, quand l'absence d'élan devient lourde, dis-toi, je suis sans direction aujourd'hui. Je suis épuisé. Je ne sais pas quoi faire. Mettre des mots sur les émotions allège le silence. Cela aide le corps à comprendre qu'il n'est pas en danger, juste en train de ressentir. Troisième pratique. Marche en silence, sans écouteurs, sans musique, sans distraction. Marche simplement. Écoute le son de tes pas. Ressens ta respiration. Laisse ton corps se réorganiser à son propre rythme. L'âme entend mieux quand le corps avance doucement. Quatrième pratique. Fais moins, mais avec plus de présence.
Choisis une chose à faire dans la journée, une seule, et fais-la avec attention. Cela peut être préparer un repas, ranger un coin de la maison, répondre à un message avec calme. Cela aide à sortir de la pression et à revenir à ton axe. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de connexion. 5e pratique. Crée un petit autel symbolique. Il ne s'agit pas forcément de religion, juste un espace avec des objets qui représentent ce que tu vis. Une pierre, une bougie, un mot sur un papier. Ces symboles rappellent que l'invisible compte aussi, que tu es dans un processus qui a de la valeur, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. 6e pratique. Réserve un moment rien que pour toi. Vraiment. Choisis un moment dans la journée ou dans la semaine, sans aucune obligation, un espace de silence, de pause, de non-agir. C'est là que l'âme respire, là que le soi peut apparaître sans être poussé. Tu n'as pas besoin de suivre tout cela à la lettre. Choisis ce qui te parle. L'important est de te rappeler. Traverser cette phase demande de la douceur, pas de précipitation, pas de pression, juste de l'espace et de la présence. Et cet espace, toi seul, peut te l'offrir. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as peu être déjà compris que l'absence de motivation n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le début d'un profond déplacement. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que quelque chose en toi est fatigué de faire semblant. Cette pause forcée, qui semble t'isoler du monde, te reconnecte en réalité à la partie la plus authentique de ton existence, celle qui ne vit pas pour performer, qui ne cherche pas à être validée, qui n'a rien à prouver. Ce qui meurt dans ce processus, ce n'est pas toi, c'est l'illusion de ce que tu croyais devoir être. Ce qui naît au moment juste est quelque chose de plus sincère, une identité moins bruyante mais plus cohérente, moins idéalisée mais plus vivante. Jung disait qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre obscurité. Et être-tu exactement à ce point, non pas en chute, mais en révélation, non pas figé, mais en reconstruction, non pas perdu juste sans hâte. Alors si rien n'a vraiment de sens en ce moment, si le monde te semble lointain et que tu n'arrives plus à avancer comme avant, respire, ne force pas, ne fuis pas, reste. La présence que tu cultives aujourd'hui est le sol sur lequel ton vrai toi apprendra à marcher. Tu n'es pas immobile, tu es en formation, et cela prend du temps, mais chaque seconde en vaut la peine. Et maintenant c'est moi qui te demande d'écrire en commentaire ci-dessous « Je me suis éveillé ». Cette phrase n'est pas qu'un symbole, c'est un engagement silencieux envers le processus que tu es en train de vivre. Et c'est aussi une façon de montrer que tu n'es pas seul. Si cette vidéo t'a aidé d'une quelconque manière et que tu ressens l'élan de redonner, pense à cliquer sur le bouton « Merci ». Ce soutien financier permet à ce contenu de continuer à se diffuser avec plus de profondeur et de régularité. Chaque geste compte réellement et maintient cet espace vivant pour ceux qui ont besoin d'entendre ces mots. Merci d'être ici. Vraiment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.